Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 septembre. Voici les titres de ce journal. Le soleil est présent depuis un mois et surtout sans averse. Et c'est un record. Il n'avait pas fait aussi beau depuis 17 ans. Après un été en demi-teinte, le soleil a prévu de jouer les prolongations, vous le verrez. Le prix des cigarettes devrait augmenter. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé au lendemain de sa présentation du plan anti-tabac. Enfin, rencontre avec des passionnés de mécanique. Dimanche, ils seront tous au volant de leur belle auto pour la grande randonnée de voitures anciennes organisée à Saint-Jean-de-Mont. Et on débute avec une question. Existe-t-il encore des saisons? Et ces derniers mois nous poussent à en douter. Vous l'avez remarqué, nous avons eu un mois de juillet agréable, un mois d'août catastrophique et un mois de septembre digne d'un mois d'été. La preuve, ces dernières semaines ont affiché des records de température et d'ensoleillement. Le point avec Grégoire de Châtillon au siège de Météo France. On n'avait pas vu ça depuis 1997, un mois de septembre si ensoleillé, chaud, avec quasiment aucune précipitation. Pour la pluviométrie, le constat est flagrant, alors qu'il pleut par exemple 80 mm en moyenne à la Motte-à-Char sur un mois de septembre. Ce mois-ci, seulement quelques gouttes. Il n'est tombé que 3 mm, donc le record peut encore être battu s'il n'y a pas une petite averse qui vient nous perturber le record d'ici la fin du mois. En effet, depuis 1950, septembre 97 détient jusqu'à aujourd'hui le record avec 5 mm. Côté ensoleillement, septembre 2014 fait donc aussi très fort. À la date d'aujourd'hui, on peut faire le bilan au 25 septembre. On a déjà pour La Roche-sur-Yon 226 heures de soleil, ce qui fait une avance d'à peu près 70 heures sur la moyenne qu'on peut espérer à La Roche-sur-Yon sur les 25 premiers jours d'un mois de septembre. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un record difficile à battre. C'est le mois de septembre 1997 qui avait cumulé 50 heures de plus que ce qu'on a déjà obtenu. Et faire 50 heures de soleil dans les 5 derniers jours du mois de septembre, il faudrait vraiment une insolation continue sans aucune faille, sinon on ne battra pas le record. En ce qui concerne les températures, pas de grosse chaleur, mais une constance remarquable dans les maximales, souvent autour de 23 à 25 degrés. Là aussi, difficile de détrôner ce fameux septembre 1997. On voit qu'il y a un mois de septembre 1997 dont le record sera difficile à battre, avec 3,5 degrés de plus que la normale. Et un mois de septembre 2014 qui se présente quand même déjà pour être un candidat pour prendre la deuxième place, avec une moyenne actuelle de 2,7 degrés supérieure à la normale d'un mois de septembre à La Roche-sur-Yon. Donc en résumé, septembre 2014 a été exceptionnel par sa chaleur, son ensoleillement et son absence de précipitations, et cela risque de durer encore pendant une bonne semaine. Effectivement, Météo France confirme que le soleil devrait encore être bien présent jusqu'au 10 octobre. Cette information à présent qui devrait déplaire aux fumeurs. Le prix des cigarettes pourrait probablement augmenter en janvier. La ministre de la Santé l'a annoncé ce matin sur RMC. C'est une mesure qui n'a pas été annoncée hier lors de la présentation du plan anti-tabac, mais qui devrait avoir lieu en janvier prochain. Rappelons que la dernière hausse a eu lieu en janvier dernier, ce qui mettait le paquet le moins cher à 6,50 €. On revient un instant sur l'assassinat de cet otage français par un groupe terroriste algérien. En hommage à ce guide de haute montagne de 55 ans, tous les drapeaux resteront en berne jusqu'à dimanche. Vous le voyez ici, c'est le cas notamment au Conseil général de la Vendée, mais également à la préfecture. Et toutes les communes ont également baissé leurs drapeaux à l'image de La Roche-sur-Yon ou encore de Dompierre-sur-Yon. Au chapitre politique, dimanche, ce sont les élections sénatoriales. 179 sénateurs vont donc être élus, dont 3 en Vendée. Aujourd'hui, sur les 3 sénateurs déjà en place, seul Bruno Retailleau est à nouveau candidat. Philippe Darniche et Jean-Claude Merceron, quant à eux, ne se représentent pas. Précisons que ce sont ce qu'on appelle les grands électeurs qui iront voter dimanche. Il s'agit donc notamment des maires, des conseillers généraux et régionaux, mais également des députés et bien sûr des sénateurs.
Et nous terminons ce soir le tour des réactions politiques suite au retour de Nicolas Sarkozy. Nous allons entendre Véronique Besse et Bernard Violin. Véronique Besse, qui est membre du MPF et députée non inscrite à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à aucun groupe politique. Bernard Violin, lui, est porte-parole du Front de gauche. Le premier regret, c'est sur toutes les questions de société. Il a été très flou, peu clair, notamment sur le mariage pour tous, et je crains qu'il entérine ce que la gauche a déjà fait. Donc moi, je demande plus de détails, plus de clarté. Et le deuxième sujet, deuxième regret, pour moi, c'est tout ce qui touche à l'Europe et à la mondialisation. Je regrette qu'il ne se soit pas plus étendu sur ces deux sujets fondamentaux. Sarkozy revient, mais il n'apporte rien. Son retour sonne à nouveau la défaite de François Hollande, son échec, puisque donc François Hollande a renié ses engagements. Et pour nous, il y a urgence à rassembler toutes les forces de gauche pour vraiment donc créer les conditions de s'opposer à cette droite revancharde qui veut revenir et en même temps à ouvrir une perspective réelle et concrète qui réponde vraiment aux besoins du peuple. On ouvre à présent le dossier Xynthia. Ce vendredi, il n'y avait pas d'audience. L'occasion pour nous de revenir plus largement sur la journée d'hier, puisque jeudi, le tribunal s'est en effet déplacé à la Faute-sur-Mer, sur les lieux où la tempête s'est abattue. Il s'agissait évidemment d'un moment important. Oui, Edwige, pas d'audience aujourd'hui. Une journée de relâche, si l'on peut dire, peut être voulue, en tout cas nécessaire, suite au déplacement d'hier à la Faute-sur-Mer. Car c'est un cortège silencieux, mais très marqué, qui a sillonné la cuvette mortifère ce jeudi après-midi. Une longue procession ouverte par le président du tribunal, fermée par les journalistes, le tout sous un soleil quasi estival. Une météo qui contraste évidemment terriblement avec l'objet de la visite et qui n'est pas sans rappeler quelques souvenirs, des mauvais évidemment, mais pas seulement. On a le sentiment de revenir au 27 février où il y avait exactement les mêmes conditions de temps, un temps calme comme ça, avec une belle journée. Et où chacun avait ses occupations. Moi, j'ai vu les enfants passer devant, on discutait avec les voisins. Et puis toute l'amitié, toutes les choses qu'on a connues dans le lotissement a été balayées en une seule nuit. Mais c'était exactement le même temps. Quand on s'est promené sur la digue, moi, ça ne matérialisait pas une digue, ça matérialisait tout simplement une promenade. Voilà, donc oui, il y a des bons souvenirs, il y a eu des bons souvenirs ici. Au milieu de ce qui est aujourd'hui un terrain vague, des poteaux avec deux couleurs, une maison matérialisée à chaque fois avec en jaune la hauteur d'eau, en rose la hauteur des murs. Systématiquement, le président s'arrête. Les parties civiles, elles, s'attardent parfois un peu à l'arrière. Elles essaient de retrouver leur maison dont il ne reste aujourd'hui que quelques arbres plantés à l'extérieur. Actuellement, le terrain est tel que plus personne ne se représente ce que c'est que d'avoir 2,50 m d'eau dans sa maison, puisqu'on ne les voit plus, les maisons, on n'en a pas conservé une, donc on aurait pu en conserver une pour qu'on se rende compte. Mais bon. Lundi, retour à l'annexe du tribunal des Sables-d'Olonne. On entamera alors la 3e semaine d'audience. On entendra notamment Thierry Lataste, celui qui était le préfet de la Vendée juste avant le passage de la tempête. Mais pas seulement. Mardi, on aura également le directeur d'enquête qui reviendra sur 3 ans et demi d'instruction de cette affaire Xynthia. Merci Caroline. On vous retrouve donc lundi au Sables-d'Olonne pour une nouvelle semaine d'audience avec des témoignages qui devraient donc être importants pour la suite du procès. Au chapitre social à présent, il n'est pas toujours simple d'avoir une bonne image de soi. Alors pour aider les travailleurs handicapés sur le chemin de l'épanouissement, une journée a été organisée à Aubigny. Paul Burgot y a assisté. Bienvenue à bord de la cabine photographique. Photographiez-vous. Magnifique! Morgane et Mélanie sont plutôt contentes de leur première photo. Elle est bien, elle est super. Elles ne sont pas les seules. Aujourd'hui, les clients défilent dans la cabine photographique de Lydie. On se retrouve un petit peu dans un cadre un peu intimiste où on est face à l'objectif et on peut se lâcher, on peut faire tout ce qu'on veut. La journée réunit les travailleurs handicapés d'Utile 85 autour de différentes activités, dont l'image de soi. Un thème important à la directrice de cet ESAT, un établissement d'aide par le travail. On vit dans des sociétés qui sont assez individualistes, donc il n'est pas toujours simple de faire déjà du lien et de vivre avec les autres en temps normal. Et parfois, ils peuvent rencontrer en effet des difficultés. Et ce lien social, il est multiple.
Il passe par plein de choses, donc en effet, c'est l'image, c'est tous ces aspects-là. Et pour être à l'aise avec sa propre image, rien ne vaut un passage chez la socio-esthéticienne. Un atelier de bien-être de détente où on ne parle pas que beauté. Et les gens se confient beaucoup à une socio-esthéticienne. Beaucoup de choses intimes qui ressortent pendant les ateliers. Donc on recherche aussi quand on va à un atelier de socio-esthétique beaucoup de conseils. Après s'être fait une beauté, retour en cabine pour voir la différence. À l'intérieur, les rires se font entendre. Votre photo vous attend à l'extérieur. Ça remet un peu de confiance en soi et on est serein, on est dans le calme. L'opération semble réussie, les travailleurs repartent avec une confiance en eux reboostée et même un souvenir. Un mot de cyclisme pour vous dire qu'on connaît désormais la composition du Team Europcar pour le Tour de Vendée. Le 5 octobre prochain, 8 coureurs de l'équipe vendéenne prendront donc le départ de la course à Chantonnay. Parmi eux, on retrouve évidemment Thomas Voeckler. Vous ne le savez certainement pas, mais il y avait une star à la Chaume. Elle s'appelait Florelle et elle était une grande artiste des années 30. 40 ans après sa mort, l'association Les Amis Laurettes de la place Sainte-Anne lui rend hommage avec 3 jours de fête. Vous le voyez sur ces images de Jean-Marie Bidot. Les festivités ont débuté ce vendredi et vont se poursuivre jusqu'à dimanche à la Chaume, donc au Sable d'Olonne. Le public pourra alors découvrir certains films dans lesquels la star vendéenne a joué et ses chansons seront également interprétées. Nous, ce que nous souhaitions, c'est de faire une exposition qui fasse vraiment revivre le plus possible Florelle en retrouvant des documents d'époque ou bien des copies quand ce n'était pas possible d'avoir les originaux. Donc cette exposition, si on prend le temps de lire les interviews de l'époque de Florelle, on dégage vraiment sa personnalité et toute son humanité et toute sa richesse et toute la carrière glorieuse qu'elle a pu avoir. Et il faut dire que l'artiste a notamment été meneuse de revue au Moulin Rouge, aux Folies Bergères et a joué dans plus de 50 films et sorti 27 disques. On va poursuivre avec quelques autres rendez-vous du week-end et notamment le Raid des Chaussées. 460 concurrents participent cette année à ce rassemblement sportif. Au programme, 165 km d'épreuves sur 2 jours avec de la course à pied, du canoë ou encore du VTT sur le canton de Mortagne-sur-Sèvre. Précisons qu'une épreuve pour les 8-10 ans est également organisée. Et dans une toute autre atmosphère, ce week-end, la Vendée accueille la finale du championnat de France de pêche au Moulinet. La compétition se déroulera autour du lac de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. C'est l'occasion pour nous de rencontrer le nouveau champion du monde de pêche puisque le jeune garçon de 16 ans est licencié à la Fédération de Vendée, tout comme son papa. Reportage de Delphine Ledu. T'es prêt à mettre ta boulette de rappel ou pas, Eros? Non mais vas-y, tu poses ta canne dans les supports, tu mets ta boulette de rappel. Et après tu tiens ta ligne. Propre. Eros Gavini, 16 ans, suit à la lettre les instructions de son coach. Un coach qui n'est autre que son papa, Raphaël Gavini, champion de France 2009 de pêche au Moulinet. Dans la famille Gavini, on est mordu de pêche depuis tout petit. Je l'ai emmené tout petit à la pêche, pas de force, hein, mais bon, il est en nous, on pêche, le grand-père pêche, le père pêche, le fils pêche. Tout le monde pêche dans la famille, même sa petite sœur qui a 12 ans à pêche. Et j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait une dizaine d'années au niveau national, au Moulinet. C'est un peu ce qui l'a motivé aussi. Depuis 2010, il a mordu un peu plus dedans, Eros, quoi. Dans la compétition depuis l'âge de 6 ans, c'est le 26 juillet dernier à Assen, aux Pays-Bas, que l'adolescent a remporté son premier titre. Avec l'équipe de France, il est devenu champion du monde de pêche dans la catégorie des moins de 18 ans. Composé de 5 pêcheurs, son équipe a réussi à pêcher en 3 heures le maximum de kilos de poissons. Oui, il y a beaucoup de stress, oui. On pèse de tous les poissons que tu as pêchés dans la bourriche en 3 heures. Et c'est celui qui a le plus gros poids à la fin qui gagne. Il n'y a pas vraiment de classement, c'est en fonction du championnat de France, la place qu'on fait. Cette année, j'ai pas réussi à me qualifier pour le championnat de France, mais l'année dernière, j'étais 4e. Lycéen en première, Eros jongle avec la pêche et les études. Le père et le fils consacrent 10 heures de pêche chaque week-end, essentiel selon Eros. Il faut arriver à acquérir des gestes. Il faut réussir, par exemple, si je veux mettre mon amorce, ce qui attire le poisson, il faut le mettre tout au même endroit pour être très précis, pour concentrer le poisson. Mais il faut aussi avoir toujours envie de gagner et essayer de comprendre quoi faire pour prendre du poisson. C'est un gagneur, en fait, il veut gagner. Il ne se laisse pas facilement faire. Il est assez physiquement fort. Compétiteur né, Eros caresse le rêve de battre un jour Alan Scottorn,
5 fois champion du monde de pêche en eau douce. Et notons que ce jeune champion du monde de pêche ne participera pas au championnat de France ce week-end à La Roche-sur-Yon, puisque la compétition est consacrée à la pêche au moulinet et le jeune licencié vendéen pratique lui la pêche à la grande canne. Et on termine avec un rendez-vous qui devrait permettre aux plus anciens de remonter dans le temps. Dimanche, des dizaines de véhicules d'époque participeront en effet à la randonnée de voitures anciennes. Le départ et l'arrivée sont prévus à Saint-Jean-de-Mont, mais avant ça, l'heure est aux révisions des machines. Reportage de Cyril Guillet. Alors, il y a le niveau d'eau qui est là. Alors, pour voir le niveau d'eau, on ne voit pas le niveau. Ce qu'on fait, on prend la voiture et on la secoue et on écoute. Et si on entend l'eau, c'est bon, c'est qu'il y a de l'eau. Dernière vérification pour Maxime Nollet sur sa 4 chevaux de 1956. Une étape primordiale avant le périple de 140 km qui attend cette belle ancienne dimanche prochain, à l'occasion de la 26e rando auto-ancienne de Saint-Jean-de-Mont. Les voitures anciennes, c'est ça. Hein. On sait quand on s'en va, mais on ne sait pas si on revient. Hein. Alors rien n'est laissé au hasard pour ces passionnés de véhicules de collection, encore plus quand leur date de fabrication indique le début du siècle dernier. Voici une Citroën de 1925. C'est un véhicule qui roule assez bien quand elle veut. De temps en temps, on a des petits problèmes de panne, bien sûr, comme tous les véhicules de cette époque-là. Mais bon, j'espère que pour dimanche, elle pourra réaliser ses 140 km. Voilà. Le club des amateurs et propriétaires de véhicules anciens de Saint-Jean-de-Mont compte 60 membres et une centaine de véhicules répartis par section. Ainsi sont mis à l'honneur voitures bien sûr, motos, cyclos ainsi que les tracteurs. Mais on ne s'improvise pas collectionneur en un tour de clé. Il faut dire qu'on aime la mécanique. Et puis, il faut l'aimer, la mécanique, parce que sinon, si vous ne touchez pas du tout, si vous bricolez pas un petit peu au moins, les voitures, il faut quand même les préparer. Enfin, tous les véhicules, il faut les préparer à chaque fois qu'on a un rallye, une randonnée de prévu. Tout est affaire de passion pour ces mordus de mécanique qui, à leur manière, sont les gardiens de notre patrimoine. Ça me rappelle surtout ma jeunesse. Ma jeunesse, on avait ça. On avait des 4 chevaux, on avait des dauphines, on avait des R8. Et comme on dit quelquefois, on revient un peu en l'enfance, on revient avec nos anciennes voitures qu'on avait d'autrefois. Loin d'être une course, cette randonnée sera dimanche pour ses participants une plongée dans le temps agrémentée d'un concours d'élégance. On part du garage Renault à Saint-Jean-de-Mont, on part sur la Loire-Atlantique, on fait le matin à peu près 80 km et l'après-midi on repart de là-bas pour revenir à une remise des prix qui se passe à Saint-Jean-de-Mont à Odyssea. 160 véhicules sont attendus dimanche pour ce rallye auto et pas moins de 370 pilotes et accompagnateurs vivront cette expérience à bord de ces belles anciennes. Et si vous voulez admirer toutes ces voitures d'époque, rendez-vous donc dimanche à Saint-Jean-de-Mont à partir de 8h45 et ensuite à 18h pour l'arrivée au Palais des Congrès. Et puis cette information pratique, si vous devez vous rendre à Nantes, comme tous les vendredis depuis le début du mois de septembre, nous vous rappelons que le pont de Cheviré est en travaux tout le week-end. Il est donc fermé à partir de ce vendredi jusqu'à lundi matin 6h. Prenez donc vos dispositions si vous devez emprunter cet axe. De nombreux ralentissements sont en effet à prévoir sur les trajets de déviation. Il restera ensuite encore un week-end, ce sera la semaine suivante. Et comme chaque jour, on termine avec un point sur la météo de ce week-end. Et on le disait en début de journal, le soleil n'a pas dit son dernier mot. Et ces 2 prochains jours devraient se dérouler sous un joli ciel bleu et avec des températures très agréables. Seul bémol, dimanche, en fin de journée, où quelques averses sont à prévoir. C'est en tous les cas ce que vous confirmera Armelle Pavageau dans quelques minutes dans le point complet. C'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie. On se retrouve lundi pour un nouveau journal. D'ici là, très beau week-end à tous.